Et il a érigé ça effectivement en stratégie politique tout au long de sa campagne. Et il l'a fait en opposition à son adversaire, Nicolas Sarkozy, dont il savait que lui ne pouvait pas se promener comme ça au milieu de la foule parce qu'il a son bilan, parce que c'est quelqu'un de beaucoup plus clivant. Après, dire que c'est quelqu'un de normal, c'est très compliqué. Si la normalité, c'est une forme de vérité, François Hollande est quelqu'un d'extrêmement difficile à croquer journalistiquement, parce qu'effectivement, il y a toujours les blagues, il y a toujours la jovialité. Mais qu'est-ce qu'il pense au fond? C'est très difficile de capter ça. Moi, ce que je retiens, c'est un moment où j'ai senti qu'il a fendu l'armure. C'est au Stade de France. Il adore le foot, donc il est très à l'aise. On passe tout le match ensemble. Et à la fin, au moment où Nicolas Sarkozy doit remettre la coupe aux joueurs lyonnais, je le vois à côté de moi en train de se retourner et d'essayer de croiser le regard de Nicolas Sarkozy. Il est 20 mètres plus haut. Et là, effectivement, je sens chez lui le côté compétiteur, presque boxeur. Il veut voir son adversaire. Et voilà, pour moi, c'est le moment de vérité avec que vous avez lui. avec Voilà. lui. Alors Lucas, est-ce que vous avez senti la transformation du candidat en président? Est-ce que vous avez vu cette mue? Est-ce que c'était palpable? Oui, on l'a vu dans les derniers jours de la campagne. Autant par des petits exemples. Au tout début de la campagne, les gens rentraient et sortaient dans les loges de François Hollande, son équipe de campagne, extrêmement naturellement, passaient la porte. Dans les derniers jours, on a senti que les portes se fermaient, mais c'était pas François Hollande qui les fermait. C'est l'équipe elle-même qui se disait on peut plus aller le voir, on peut plus le toucher, on peut plus lui parler aussi naturellement. Et je me souviens que pendant le discours de Toulouse, donc l'avant-dernier jour, le jeudi, Aurélie Filippetti, à qui je pose la question, me dit mais lui ne change pas avec nous, il est toujours aussi adorable, me dit-elle, mais nous on n'ose plus lui parler de la même manière, on ne sait plus trop comment lui parler, il est en train de devenir président. Le soir même, il y a un dîner prévu secret entre Lionel Jospin et François Hollande à Toulouse, des milliers de personnes sont là, l'information a fuité, et ils veulent juste toucher le futur président. Et de la même manière, dans les derniers jours, je posais la question à l'entourage de François Hollande, est-ce qu'ils allaient continuer à le tutoyer? Tout le monde tutoie François Hollande et il tutoie, lui, tous ses collaborateurs. Et en fait, ils étaient très ennuyés, ils ne savaient plus comment est-ce qu'ils allaient pouvoir lui parler. Le dimanche soir, j'ai posé la question à la Bastille à quelques-uns de ses collaborateurs, ils disaient, on va probablement devoir le vouvoyer dans les jours qui viennent. Alors Christian, François Hollande fait la course en tête pendant tout cet entre-deux tours, les sondages le donnent gagnant, mais est-ce qu'à un moment de la campagne, il y a eu vraiment de l'inquiétude, voire de la peur dans l'équipe que la victoire leur échappe? Alors, il y a eu un petit moment d'incertitude à la fin, les derniers jours, quand l'écart s'est resserré entre les deux candidats. Et certains membres de l'équipe de François Hollande étaient soulagés que ça se termine. 1 ou 2 semaines de campagne supplémentaire aurait peut-être pu être incertain. Mais le vrai moment de doute, le vrai moment de peur, ça a été au moment des attentats de Toulouse et de Montauban. L'affaire Mera. L'affaire Mera. Ils ont pensé qu'effectivement, ça aurait pu faire basculer le résultat en faveur de Nicolas Sarkozy. Et à ce moment-là, il y a eu une dissension au sein de l'équipe de campagne. Manuel Valls était favorable à la poursuite de la campagne, alors que François Hollande, comme Nicolas Sarkozy, voulait la suspendre. Faire une pause pour respecter le deuil. Alors évidemment, il n'en a rien été. Ça n'a pas eu d'influence sur le résultat, comme on a pu le voir. Merci à tous les trois. Merci. Regardez cette enquête que nous vous proposons maintenant. Depuis l'automne dernier, c'est l'endettement des villes, petites ou grandes, qui a surgi à la une de l'actualité. Plus d'argent dans les caisses pour financer les crèches, les piscines, les écoles. Des centaines de municipalités sont au bord de la faillite, surendettées. Que s'est-il passé ? Des élus ont-ils joué avec des emprunts toxiques? Ont-ils été mal conseillés? Et qui va payer? C'est notre enquête de la soirée, elle est signée Linda Bendali. Sassenage, une petite ville de la banlieue de Grenoble. Ce matin, le maire a un rendez-vous important qu'il attend depuis 2 mois. Christian Coignet veut négocier avec sa banque, Dexia. Bien, merci à tous. On a reçu une nouvelle proposition de Dexia. Cette offre, c'est un crédit que l'équipe municipale ne peut plus rembourser. Voici ce que propose la banque.